Es-tu prête à apprendre à... Je m'appelle Vanessa. Et moi, Marie-Pierre, et tu écoutes présentement le podcast Les électrons libres. Bonne semaine, les filles. Bonjour, Vanessa, premièrement. Salut! Salut! Aujourd'hui, on reçoit Annick Lemieux, Pimpeuse de style, en direct de Paris. Rien de moins. En fait, Annick est ma styliste personnelle. Maintenant, je le dis, je l'ai adoptée comme... maintenant, elle fait partie de mon cercle d'humains. C'est ma styliste virtuelle, en fait. Là. Elle m'a concocté tous les styles que vous avez vus, que vous voyez sur mes réseaux sociaux aussi. Là, j'ai eu une consultation avec elle. Elle a littéralement changé ma posture vestimentaire. Fait que c'est pour ça que je voulais qu'on la reçoive aujourd'hui avec nous à l'épisode. Allô, Annick. Salut tout le monde! Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Ça va toujours bien. C'est bien une année de toute façon. En fait, j'ai un peu dit ce que tu faisais, mais je veux vraiment, parce que pour ceux qui ne nous voient pas, bon, ben, Annick est radieuse. Vous pouvez voir sur YouTube. Mais je voulais que tu nous parles de qui étais-tu, Annick, et qu'est-ce qui t'a amené à faire le travail que tu fais? Parce que justement, en fait, tu es une Québécoise à Paris. Tu n'as pas un petit peu l'accent, là? On va voir tout au long du podcast que tu as des expressions que ça. Tu as adopté la France? Les Québécois, tu vas passer pour une Française, puis pour les Français, tu passes pour une Québécoise, c'est ça? C'est exactement ça. Tu peux pas avoir plus résumé ma vie. En fait, moi, je suis bien au duty-free, toi. Moi, c'est le entre les deux. Oui. Donc, qu'est-ce qui t'es qui, Annick? Je suis qui? Qui est Annick Lemieux? Hein, cette drôle de personne. Je suis styliste à la base, styliste modéliste, pour faire une histoire courte et revenir en arrière de, allez, disons 35 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Fait que vous allez savoir à peu près quel âge que j'ai. Vers l'âge de 6 ans, j'ai commencé à faire des petits dessins. En fait, c'est même avant ça. J'ai vu un défilé de Marie Saint-Pierre. C'était au tout début des années 80. Ça faisait pas longtemps qu'on commençait à en parler, en fait. Et j'ai vu un défilé d'elle, j'avais 6 ans, et ça a été comme juste une évidence. C'est ça que je veux faire. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des dessins, à dessiner des vêtements. Je les ai gardés. Ma mère les a gardés. Ça, pour ça, je lui en remercie. Mais j'ai tous mes dessins encore avec les dates. Et je dessinais, et je dessinais, et je dessinais. J'ai passé ma vie, en fait. Ma jeunesse, je l'ai dessinée tout le temps. Moi, j'ai pas trouvé le moyen de m'ennuyer. Je dessinais. C'était ça. Et du coup, ça a été ma ligne droite. Au début, je disais que je voulais être dessinatrice de mode. Quand tu as 6 ans, tu cherches un peu les mots. Après, c'était illustratrice. Puis là, ça finit en designer de mode. Et en fait, tout le monde savait que je voulais être dans la mode. Tout le monde. Fait que mes parents ont embarqué à 100 000 à l'heure. De toute façon, je pense que les gens n'avaient même pas le choix. J'ai eu personne qui m'a empêché d'aller au bout de ce rêve-là, en fait, de petite fille, parce que je pense que je l'ai tellement incarné tôt et c'était même pas négociable. Fait que j'ai foncé. J'ai fait mon secondaire de peine et de misère, j'ai réussi, je suis allée au cégep. J'avais pas de maths à faire au cégep, j'étais bien contente. Et j'ai fait mes études au campus Notre-Dame-de-Foix à Québec, à Cap-Rouge, exactement. Ouais. Parce que je viens de la ville de Québec, mais c'est vrai que là, je suis à Paris en ce moment et vous allez savoir pourquoi. Et en gros, je fais mes études et j'avais un deuxième rêve, c'était de venir vivre en France. Très jeune. Je pense que pratiquement en même temps que j'ai vu le défilé, je suis tombée sur une encyclopédie chez mes parents qu'ils avaient reçu de la poste, une espèce de Larousse, et c'était sur la France. Il y a quand même des signes des fois dans la vie quand on repense qu'ils tombent juste pile poil au bon moment. Et là,
tu découvres à travers les pages de la Tour Eiffel, le Mont-Saint-Michel, ce beau pays qui est la France et aussi qui est quand même la capitale de la mode. Et que pour moi, c'était juste indissociable, en fait. Faut juste en mettre dans le contexte que là, je fais mes études. On est en 99-2000 au Québec. La mode, ça commence légèrement, à part Marie-Saint-Pierre qui marche super bien, 3-4 autres aussi qui sont pas trop mal. Le créateur est quand même une denrée rare au Québec, tu vois. Oui, puis c'est pas quelque chose non plus qui est mis de l'avant. C'est vraiment comme c'est hyper niché. On dirait que c'est vraiment comme pour un type de personnalité, un type de standing aussi. Là. Tu sais, c'est pas tout le monde qui peut porter du designer. Là. Tu sais, c'est vraiment une classe à part. Là. C'est... Fait que... surtout à cette époque-là. Là, maintenant, je pense il y a beaucoup plus d'ouverture par rapport justement au sizing. Mais c'est clair qu'en 2000, même les créateurs, c'était, je crois que non plus, c'était pas encore entré dans la culture américaine, en fait, ce côté de j'aime pas dire le mot petite, mais bon, là, je vais le dire pour la cause, de petites marques, en fait, de marques, en fait, qui proposent pas de la surconsommation, du fait local et tout ce processus-là, en fait. Puis je pense que oui, c'était pas dans les mœurs, c'était pas dans la culture, qu'il y a plus en France. Et fait que je réussis à faire mes études de mode, de peine et misère. Moi, les études, là, c'était lourd. Même en design, là, mes cours de patron m'ont fait de la misère, entre parenthèses, parce que ça non plus, c'est pas un beau mot, mais c'est pas grave. Et mais par exemple, mes cours de dessin, là, 95 tout le temps, il n'y avait pas de problème. Mais fait que je réussis à avoir ce fameux diplôme. Je pars en France le 16 septembre 2001 dans le gros bordel. Parce que 5 jours avant. Oui, avant, hein, mettons. Une petite anecdote, j'ai un souvenir où je veux emmener ma boîte de couture avec moi dans l'avion. Ciseaux, ça ne doit pas avoir été possible. Roulette à tracer. Je suis dans l'aéroport à Québec, j'ai ma grosse valise ouverte avec mon coffre et il faut tout que je mette mon coffre, en fait. Il me reste que des tissus dans mon coffre à couture parce que le reste ne se rentre pas. À chaque fois, je montre un truc au mec et « Ah non, ça passe pas. Ça passe pas. » Fait que j'arrive enfin à Paris. Accessoirement, j'avais trouvé un chum français. Accessoirement? Accessoirement. Non, mais attends, là, mais tu as pris l'avion le 16 septembre, mais est-ce que c'était prévu, tu sais, au-delà du rêve, est-ce que tu t'es dit, bon, à la fin de mes études, je quitte, je prends un billet d'avion, je pars? Ah oui, moi, c'était prévu. J'avais fait un premier stage dans un bureau de tendance entre ma 2e et ma 3e année d'études pendant 1 mois. C'est court, 1 mois, en fait, quand tu fais un stage en mode, surtout dans un bureau de tendance, j'ai pas pu voir vraiment le processus de réalisation d'un cahier de tendance, quoi. Et moi, à l'époque, c'était vraiment le dessin qui m'attirait plus que la confection et le patron. Ouais. Fait que le bureau de tendance, pour moi, était juste parfait. Et à l'époque, c'était pas encore très... genre la paperasse et tous ces trucs-là, c'était pas encore trop mis en place par rapport au stage. Fait que quand j'ai fini mes études, j'ai rappelé ma responsable de stage et je lui ai dit, est-ce que tu accepterais que je revienne pendant 6 mois pour vraiment travailler avec toi et parce que j'aimerais ça vraiment de voir le processus de réalisation d'un cahier de tendance. Ça avait super bien marché la première fois, une vraie titi parisienne, mais la titi parisienne par excellence, quoi, genre Edith Piaf, tu vois. C'est un peu la copie conforme, les madames qui fument, puis qui parlent comme ça, puis qui ont des grosses voix, qui ont aucun filtre avec personne, n'importe où, mais d'une gentillesse incroyable. Tu vois, quand ils arrivent à te prendre sous ton bras, mais là, t'es juste béni, quoi. Et elle me dit oui, et on réussit à bidouiller des trucs. S'il m'arrive de quoi, c'est mes assurances, parce que du coup, c'est plus l'école, je vais plus à l'école.
Fait que l'école ne peut plus se porter garant pour moi. Et pendant 6 mois, je réalise avec elle. Là, c'était en spécialité maille en plus. Fait que j'ai appris tous les tricots, comment ça se tricote, et les différences et tout ça. Et pendant 6 mois, et elle m'a même donné la chance de faire des dessins techniques pour le cahier de tendance. Pour une stagiaire, c'est juste wow. Oui, vraiment. Hein? Elle m'avait vraiment, là, je pense qu'elle avait vu le potentiel que je pouvais lui offrir, puis elle l'a saisi. Tu vois. Et puis moi aussi, j'ai saisi l'opportunité. Et fait que ça a été après mes études. Fait que c'était déjà, oui, j'avais déjà programmé, quand j'ai eu fini mon stage, puis que je suis revenue à Québec pour faire ma dernière année, j'y pensais. Et au printemps, j'avais déjà prévu justement ça avait déjà été tout organisé. Fait que pour moi, je commençais à faire mon stage en octobre. Et là, il y a tout ce qui est arrivé. Et c'est vrai que plus mes parents venaient avec moi, fait qu'il y avait juste mon frère qui restait à Québec. Fait que c'était... c'était assez particulier de prendre l'avion après tout ce qui s'était passé. Là. Tu sentais cette espèce de lourdeur dans les aéroports. Avec ton accessoire de chum? C'est ça aussi que tu allais rejoindre? Il est français, fait que lui, il était déjà à Paris. C'est ça. Et quand je suis arrivée, j'avais l'appartement, les meubles, tout était... J'ai posé mes 15 vêtements à l'époque que j'avais. Wow. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Non, si vous suivez Annick sur les réseaux sociaux, elle fait souvent ses lives IGTV, elle est dans son garde-robe. C'est pas un garde-robe, c'est une pièce. Et c'est jamais, le background, c'est jamais le même. Fait qu'à un moment donné, je sais pas, il y a combien de murs dans ton walk-in, mais c'est jamais les mêmes vêtements qu'on voit. C'est pas si grand que ça, hein? Je te le montrais, là, mais c'est pas si grand que ça, mais bon, j'essaie de faire des belles illusions. Mais non, mais là, maintenant, oui, j'ai beaucoup de vêtements. Il y a 20 ans d'achat et de coups de cœur. À un moment donné, oui. Et fait que j'arrive toute contente à Paris. Je vais vivre à Paris. Dans ma tête, je vais rester 10 ans. Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, c'était 10 ans. Puis après, j'allais revenir à Québec. J'ai fait mes 6 mois au bureau de tendance. Et dans ce bureau de tendance-là, j'ai rencontré Nathalie, avec qui j'ai bossé pendant 15 ans. Fait que déjà, vous savez que j'ai resté plus que 10 ans, hein? Si on fait les calculs. Et avec elle, en fait, et c'est pareil, je suis arrivée vraiment au bon moment. Je crois pas à la chance, je crois juste, ou sinon je l'ai poussé ma chance pour arriver là, mais en fait, elle cherchait une assistante styliste, modéliste, vendeuse, gestionnaire, bras droit, souvent le bras gauche. Tu vois, une polyvalente. C'était vraiment ça qu'elle cherchait. Et le problème, c'est qu'en France, à l'époque, il y a 20 ans, il y avait soit des écoles de stylisme ou soit des écoles de modélisme. Il n'y avait pas les deux, comme nous, au Québec, on offre. Fait que moi, j'arrive, je suis au bureau de tendance, ça fait 6 mois que je suis là. Nathalie, je la croise de temps en temps, mais c'est une grande blonde qui fait presque 6 pieds, ancien mannequin, un peu déstabilisante, tu vois. Première approche, tu fais « Oh mon Dieu, c'est froid cette madame-là, ça donne pas envie. » Et je me rends compte que, en parlant avec les autres, il y en a une à un moment donné qui me dit « Mais Nathalie, elle cherche une assistante en ce moment. » Fait que là, je fais ouais. Mais en même temps, je la connais pas. Ouais. Fait que je fais « oui, go. » Tu sais, j'ai jamais passé d'entretien, en fait, jusqu'à mes 42 ans. Tous les jobs que j'ai eus, je les ai toujours eus de bouche à oreille comme ça. Fait que je lui montre mon portfolio vite. Je vais faire une journée chez elle avec sa mère pour voir si j'arrive à me dépatouiller des machines, si je suis capable de coudre 3 boutons, puis de faire 3-4 lignes sur un patron. Sa mère se rend compte assez rapidement que oui. Fait que je suis engagée. Et autre anecdote, quand j'arrive dans sa boutique, il n'y a plus un vêtement dans sa boutique parce que dans la semaine, elle s'est fait cambrioler la totalité de sa collection. Wow! Il reste une blouse qui traîne. Je sais pas pourquoi ils en ont laissé une.
mais il reste une blouse accrochée, tout le reste a été volé. Et là, tu fais, OK, il va falloir qu'on fasse une collection en genre 2-3 mois, là. Parce que s'il n'y a rien à vendre, il n'y a rien à vendre. Puis, mais il faut le temps de penser à la collection. Tu sais, c'est ça aussi quand on crée du sur-mesure. Ben, c'est pas, le processus, c'est pas seulement de, ben, OK, fais-le. Non, il y a tout le temps dont je prends le temps de penser à. C'est la réflexion, la production, Oui, c'est ça, oui. Puis le façonnier n'est pas nécessairement disponible. Non, il y a tout un processus où là, quand tu commences à zéro, puis que oui, il faut que tu fasses vivre la boutique et que tu as un loyer qui tombe malgré tout, toi, même, il faut assurer tout ça derrière, quoi. Fait que bon, on se retrousse les manches, puis on réussit à faire de quoi de beau. Et en fait, c'est quand je suis arrivée dans cette boutique-là, c'est vrai que je faisais le patron, je faisais la confection, des prototypes surtout, des petites séries, mais j'ai beaucoup appris aussi à faire du conseil parce que j'avais aucune notion de vente. J'avais jamais vendu dans une boutique. Fait que j'avais jamais conseillé personne. Et ça s'est avéré que j'aimais ça et que c'était facile pour moi de le faire. Fait que j'ai pris vraiment du plaisir et c'est avec ces 15 années-là où j'ai appris énormément, que j'ai appris les morphologies des gens, que j'ai appris différents styles, que j'ai appris à comment mélanger les couleurs. Mais ça, pour moi, les couleurs, ça a toujours été facile parce que ma mère ne m'a jamais habillée en noir. J'ai jamais été habillée en noir jusqu'à temps que j'arrive en France. Ah oui? Ouais, jamais. J'ai aucune photo où je suis habillée en noir jusqu'à 20 ans. Ben, y penser, moi non plus. Mais comment? Je me suis surpris. Oui. Plus que moi. Ma partie noire, ça grandit de plus en plus. Là. Des fois, ça me fait peur. Là. Mais oui, fait, la couleur, pour moi, ça a toujours été quelque chose de facile et de mélanger les motifs aussi. Fait, j'apportais un peu ma petite touche personnelle aussi par rapport aux clientes. Puis tu le vois aussi avec le temps, les clientes qui sont plus ouvertes que les autres. Ça aussi, j'ai une facilité là-dessus de pouvoir m'ajuster, en fait, par rapport à certains, des fois, des blocages, à des fausses croyances, que genre le noir va pas avec la marine, des conneries comme ça. Mais bon, il y en a pour qui c'est hyper important. Fait que voilà. Fait que j'ai fait ça pendant 15 ans et après, pour finir Coco, j'ai fait un peu une overdose de tout ça. Je pouvais plus coudre, le patron me sortait par le nez, la vente, c'était dans une période qui était un peu sombre de ma vie où même avec mon mari ça allait plus, baby blues parce que je venais d'avoir un enfant, je l'ai quand même traîné pendant 2 ans mon baby blues, du coup tout part en live, toi. Tout part en live et ça finit par le cancer de ma mère qui est irrévocable. Fait que c'est comme ça qu'en 2017, je décide de revenir au Québec, de quitter le père de ma fille, finalement, et de venir m'occuper de ma mère pour le peu de temps qu'il lui reste à vivre. Je suis arrivée en novembre 2017, elle est décédée en mars 2018, fait que j'en ai profité peu, mais j'en ai profité bien. Et là, ben, je suis rentrée dans un autre univers qui est la grosse production, la surconsommation des grandes chaînes magasins. Et je suis allée travailler pour une grande chaîne canadienne. Est-ce que je dis son nom? Comme tu veux. Selon ton aise. Je suis allée rentrer chez Redman. Mais là, j'ai appris une autre façon de conseiller aussi et une autre clientèle. Ah, c'est ça, je m'en allais dire. C'est plutôt au niveau de la clientèle qui doit avoir été le plus challengeant versus ce que tu avais à conseiller comme vêtements parce que Redmond, avec les années, se sont aussi très diversifiés. Ils sont beaucoup dans le body positive et tout. Fait que c'est vraiment une autre approche. Fait qu'une autre clientèle. Mais en fait, Redmond, qu'est-ce qui est bien avec Redmond, c'est que tu habilles la gamine de 20 ans, tu habilles sa mère qui en a 40 et tu habilles la grand-mère qui en a 60.
et voire même l'arrière-grand-mère qui en a 80. Fait que c'est ça pour ça, je crois, c'est la seule marque au monde qui arrive à avoir une possibilité aussi large. Moi, j'ai jamais, franchement, en Europe, ça n'existe pas. Et j'ai pas, pour avoir cherché, il y a pas une marque qui est aussi complète, en fait. Même au niveau des tailles, des grandeurs, de la petite, de la moyenne, de la très grande, il y en a pour tout le monde. Une cliente qui sort chez Redman en me disant « il n'y a rien qui me va », c'est qu'elle a une mauvaise foi fois 100 000. C'est juste ça. Et c'est vrai que Redman, ben, dans les années 80, c'était plus vieillot, quoi. Moi, j'allais acheter des culottes avec ma grand-mère. C'est ça. C'est ça. Oui, je confirme. C'était quelque chose. Et ils se sont vachement rajeunis et c'est vrai qu'il y a une approche de conseil beaucoup plus que dans d'autres marques de vêtements au même niveau. Redman a vraiment mis l'emphase sur le conseil. On n'est pas juste là pour donner des vêtements. Quand on est avec des clientes aux cabines, on prend tellement le temps. En tout cas, moi, personnellement, quand j'étais avec des clientes aux cabines, je pouvais rester 1 heure facilement avec elles, voire plus. Et les autres étaient au courant qu'il ne fallait pas me déranger. J'étais en consultation presque privée. Et ils faisaient des soirées aussi VIP où justement les très bonnes clientes venaient et on était leur styliste. Fait que moi, je me pognais une pôle. Je prenais carrément une pôle et je faisais tout le tour de la boutique avec la cliente et on ramassait tous les vêtements qu'elle voulait essayer. Même ceux qu'elle ne voulait pas, parce que moi, c'est quelque chose que j'aime ça aussi faire, c'est de sortir la cliente de sa zone de confort. Fait que si je lui montre un vêtement et elle fait « c'est sûr que je le mettais sur la peau » pour qu'elle l'essaye. Parce que je voulais au moins qu'elle essaye pour se rendre compte. Ouais. Et souvent, ça, je suis assez contente de moi, là, on va dire 95%, là, ils repartent avec des vêtements qu'ils n'auraient jamais pensé acheter. Puis on s'en parle souvent, moi et Vanessa, puis on en a parlé sur plusieurs podcasts, que le cerveau s'habitue, en fait, un humain préfère rester dans quelque chose d'inconfortable qu'il connaît que d'essayer quelque chose de nouveau qui pourrait être sa solution. Mais c'est quand c'est plus difficile pour une personne d'essayer par lui-même des nouvelles choses, c'est de s'entourer justement d'humains qui peuvent nous sortir de zone de confort. On va en reparler de comment tu fais dans le prochain épisode, en fait, là, de comment tu offres ton service. Mais moi, j'ai adoré ton service pour ça, justement, de comme, mais Marie, tu n'avais pas vu telle affaire, ça peut aller ensemble. Non, merci de me changer ma perception des choses. Puis en fait, c'est ce qu'on fait aussi, nous, avec nos clients. Puis c'est pour ça qu'on voulait te recevoir sur le podcast, parce que là, pourquoi qu'elle parle de gainé? Elle ne parle pas de gainé. On parle de conseils, on parle de vie sur mesure. Puis je veux qu'on apporte le point aussi sur le choix des vêtements, mais aussi par rapport au textile, tout ça, parce que nous, souvent, on voit en clinique des gens qui portent des vêtements trop serrés qui amènent sensation de jambes lourdes, troubles digestifs, tu sais, que la taille n'est pas au bon endroit, ça tâche pas au bon endroit, oser, tu sais, que j'aime pas ça les tailles hautes. Ouais, mais tu sais, écoute, 1, c'est stylé, et 2, ça empêcherait de comme couper au nombril puis couper ta digestion, tu sais. Fait que c'est vraiment par rapport à ça, fait que c'est pour ça un peu qu'on voulait dire, tu sais, que quand je parle de avoir une posture à son image, c'est vraiment ça aussi, parce que souvent, le vêtement lui-même apporte une limitation. Oui, puis c'est un peu notre carte de visite, hein. Je suis désolée, mais la première impression que souvent les gens ont va être reliée à notre aspect physique. Et l'aspect physique, c'est pas juste notre corps, c'est pas juste notre visage, c'est aussi les vêtements. Fait que, c'est une question de secondes là, pour les impressions. Fait que... Puis oui, puis comme le fameux proverbe qui dit la première impression, c'est souvent la meilleure et c'est souvent la bonne, c'est pas vrai, c'est pas loin de la réalité. Fait que oui, il y a vraiment tout cet aspect-là qui est hyper important et oui, qui pour moi me parle énormément et c'est clair que c'est vers là que je veux aller avec les gens, ça c'est sûr. Après avoir passé ton temps au Québec à revenir justement, tu sais, comme dans le service conseil, à conseiller une clientèle assez, je veux dire, on s'entend, là, c'est comme le 50 Shades of client, je veux dire. Il y a tous les styles. Parce que là, justement, qu'est-ce qui t'a ramené à Paris? Et comment maintenant tu t'as ramené cette expérience-là
concrètement aujourd'hui? Parce que là, c'est plus la même clientèle non plus. Tu es retourné, je crois, au même endroit que tu étais. Oui, 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 non, mais oui, quand il ne faut jamais dire jamais. Ouais, c'est ça, hein? Des fois, on Je part suis- pour mieux revenir. Hein? Des fois, on part pour mieux revenir. Non, mais c'est clairement ça, en fait. Ben, comme tout le monde le sait, COVID est passé dans nos vies. Hein? C'est notre fameux ami COVID. Et j'ai pas vu ma fille pendant 1 an et demi, moi. Fait qu'à un moment donné, ben. Parce que quand toi, t'es venue au Québec, elle est restée avec son père en Europe? Ouais. Oui, Ok. elle est restée en Europe avec son père. Ben, pour l'école, pour même au niveau financier. Moi, je suis retournée vivre chez mes parents. Fait que je me voyais très mal emmener ma fille chez mes parents. Ma mère était ultra malade en plus. Fait que bon, j'avais pas envie non plus d'offrir ce niveau de vie-là à ma fille, mais ça a fait que, oui, la première année, là, j'ai pu la voir, mais bon, j'ai pu la voir. Tu sais, quand tu vois ton enfant, l'équivalent de 2 mois par année, coupé en tranches de 2 semaines, c'est pas hyper agréable, quoi. Et là, le COVID arrive en 2020, et de 2020 jusqu'à mai 2021, je n'ai pas vu ma fille. Je la voyais que sur Messenger. Parce que ma fille a 10 ans et adolescente en devenir. Ben, parler sur Messenger avec un enfant de 10 ans, non, ça fait pas. C'est pas une bonne solution. Non, c'est un peu comme un festival de filtres et de jeux à jouer, de Messenger Oui, et Kids, de là. ouais, peut-être, je le sais pas. Ouais. Des grosses conversations. Des grosses conversations. Fait que, tu sais, là, il fallait que maman cherche des phrases qui finissent pas par oui ou par non. Il fallait que je la fasse parler, tu sais. Mais, tu sais, quand c'est rendu que tu te forces à essayer de faire parler ton enfant, tu vois, c'est pas fluide non plus et puis c'est pas moi non plus. Tu vois, je suis quelqu'un qui parle énormément, mais avec ma fille, on a une relation que j'avais un peu comme avec ma mère, en fait. On n'a pas vraiment besoin beaucoup de se parler. On est juste ensemble, puis on fait nos affaires et puis si on a à se dire des choses, on se dit des choses. Fait que Messenger nous obligeait un peu à nous parler. Et fait que bon, et aussi parce que je m'ennuyais de la France. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Je m'ennuyais des Français rollers, je m'ennuyais de l'architecture, je m'ennuyais du pays aussi, je m'ennuyais. Tu sais, le Québec, c'est très beau, mais il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de bois. La mer est assez loin et le froid est trop constant. J'ai aimé ça, trop constant. C'est très bien vulgarisé. Sauf l'été où là, vous avez eu un été magnifique et nous, à Paris, a fait dégueulasse. Mais sinon, l'hiver, je peux plus. J'ai vécu 18 ans en France où il n'y avait pas d'hiver. Je revenais 2 semaines en janvier, fait que j'aimais ça, c'était cool, tu vois. Mais vivre du mois de novembre jusqu'au mois d'avril, constamment la neige, avoir 0 style en doudoune puis des grosses bottes, je peux plus. C'est au-delà de moi. C'est plus possible. D'avoir les yeux qui pleurent de maquillage parce que tu as le vent qui est tellement froid puis qui t'agresse le visage, c'est plus pour moi. Et j'ai fini par comprendre les Québécois qui partaient dans le sud l'hiver et que je les comprends maintenant. Fait que ouais, il y a tout ça qui est fait en sorte. Et j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour aussi à Québec. Ça, c'était, et je pense que mon intuition aussi me donnait aussi l'envie de dire c'est pas à Québec que tu vas. J'avais mon relooking que en fait, j'ai commencé en janvier 2021, en même temps que les paillettes, pratiquement mon business de pimpage de style. Et du coup, je sais pas pourquoi, mais je me voyais pas réussir à Québec. Il fallait que je sois en France. Je pense qu'en France, j'ai quelque chose de plus à apporter aux Françaises qu'aux Québécoises. Mon style est plus particulier pour les Françaises. J'ai une espèce d'énergie, en fait, que les Françaises ont pas en général.
il y en a hein, qui sont éclatés, mais c'est hyper différent. L'énergie est très différente, en fait, par rapport aux vêtements et par rapport à la façon de se voir aussi. Les Françaises sont plus naturelles, tu sais, genre le flou déconstruit comme ça, pas maquillé et tout. Moi, je sais pas faire. Moi, il faut que ça soit lissé, il faut que ça soit cut, il faut que ça soit, tu vois, qu'il n'y ait pas un cheveu qui dépasse et tout. Mais en même temps, c'est moi et ça parle beaucoup à certaines. Parce qu'elles ont pas, il n'y a pas cette culture du, j'aime pas dire le côté artificiel, mais plus sophistiqué, je pense. La sophistication est pas pareille. Le choix, en fait, comme un choix conscient, comme je choisis un vêtement, c'est pas juste de je suis passive de ce que j'ai l'air, mais aujourd'hui, je choisis d'incarner telle chose. Hein? Aussi, oui. Et puis aussi, le style est hyper différent, en fait. En Europe et au Québec, c'est totalement différent au niveau des même des tendances. Au Québec, là, en ce moment, la tendance 90, elle est hyper présente. Ouais. Et c'est pas juste les gamines de 20 ans qui apportent. Non. C'est plus le côté streetwear est beaucoup plus présent au Québec. Après, tu sais, les leggings. Au Québec, là, le legging, c'est juste une institution. Hein? Moi, je team legging, robe legging. Souvent, il y a de l'argent avec des bottes de tissu qui couvrent pas grand-chose. Je sais même pas s'il y a une Québécoise qui existe pas de legging. Elle a au moins un legging pour s'entraîner. Tu sais, je veux dire, elle va pas porter de chauffe pour s'entraîner, elle va pas porter de pantalon 3/4 ou de. Non, c'est vraiment. Toute forme confondue, tu sais, comme toute personne confondue, tous les âges, toutes les tailles. Oui. Des fois, c'est pas toujours beau, mais bon, au moins, on porte du legging. En France, le legging, c'est pas un vêtement. Tu vois, là, avec le cyclisme, avec la tendance, justement, 90 qui est très présente, là, tranquillement, on commence à intégrer le cyclisme dans sa garde-robe. Mais le legging noir en tant que tel, confort et tout, ou même avec des motifs, qui est pas ultra présent. Peut-être un peu plus avec le confinement, puis le télétravail. Là, les Français sont peut-être allés plus vers ce type de vêtements-là, mais sinon, non, il y a encore beaucoup la tendance 70 qui est hyper présente. Le côté très parisien, le côté très... les pantalons pas de def, les belles blouses, le côté un peu drôle de dame, là, dans cet esprit-là, années 70. Ça, c'est encore hyper présent. Et le côté 90, mais c'est pas le même qu'au Québec. C'est plus, il est moins streetwear. Il est moins... Est-ce qu'il est plus bureau, tu sais, épaulette, tailleur, tu sais, un peu plus wide. Le côté 80 qui est encore très présent, et ça, j'ai l'impression que c'est une tendance qui ne part plus jamais. Mon grand plaisir, d'ailleurs. Mais sinon, après, on revient beaucoup vers, même quand je dis 90, en fait, c'est même début 2000. Là, on s'en va vraiment, là, les années Britney. Oh boy! On va vers beaucoup de Britney. Les tailles basses reviennent. Arc! My God! Ça, c'est normal. Tu vois, là, moi, je commence à pouvoir... Ben, tu sais, je sais c'est quoi 90, 80, ouais. Là, parce que j'ai vu des photos, mais là, je commence à comprendre pour de vrai de quoi on parle. Parce que moi, je suis un petit bébé, fait que... Oui, en fait, moi, je commence à comprendre ceux qui me disent, c'est genre des femmes qui ont 60 ans, qui ont vécu les années 70, comme ma boss, qui a une soixantaine d'années, et qui... non, j'aime pas ça dire ma boss, la fille avec qui je travaille en tant que freelance, voilà. Et en fait, elle disait, moi, il y a des trucs des années 80, je les ai tellement portés que je ne peux plus les porter. Ou ça arrivait souvent aussi que j'avais des clientes chez Redmond qui disaient, non, mon Dieu, que j'ai porté ça quand j'étais jeune, ramène-moi ça, je veux plus mettre ça, tu vois. Et là, côté 90, 2000 qui revient, moi, j'étais au cégep, fait que j'étais en plein dedans.
moi, t'avouer que le taille basse avec pas de def, pas envie de le remettre. Pas du tout. Ben moi, taille basse, ça n'a jamais été, là. On va se le dire, là. Moi, quand les tailles hautes arrivent, j'ai dit « Yes, sir! Il était temps que ça... » Mais c'est Je rendu le dis, dur, hein? C'est même, tu retournes magasiner, là, puis le le taille haute, il faut que tu saches où aller le chercher, là. Ouais. Parce que ça a disparu déjà. Fait que c'est... Bon, Redman, je vous rassure, ils en ont toujours, puis ils en auront toujours. C'est pas des paniers virtuels. Parce que... Et fait que tu vois, il y a tout ça. Je prédis les Santiago, le retour des Santiago. Je prédis le retour du string qui dépasse du jean. Je prédis... ouais, non, mais le côté Brit, là, vraiment des motifs pas beaux, la surcharge, en fait, le côté Desigual. Je sais pas si vous connaissez cette marque-là. C'est quoi ça? C'est une marque espagnole. Et en fait, moi, je dis toujours, c'est hyper méchant. C'est tellement la place pour être méchant. Lâche-toi lousse. Desigual, pour moi, c'est la marque qui est faite pour les filles qui pensent être à la mode, mais qui ne le sont pas. Ah, mon Dieu, ben oui, on a plein d'exemples ici de ça. Ça existe au Québec, Desigual. J'en ai déjà vu dans les centres commerciaux. C'est trop de couleurs. C'est sur un même vêtement, là. C'est trop de couleurs, c'est trop de détails, trop de surjets, trop de patchwork, trop de matières différentes. C'est trop tout. Malade. Mais au Québec, on a ça, ce côté-là. C'est pour ça qu'ils veulent avoir une vie à leur image, mais qu'ils choisissent les images des autres. Tu sais, c'est ça. Ils se font suggérer une image, puis ils font comment ça pour être ça. C'est ça. Mais tu sais, il y a des gens qui pensent qu'en ayant beaucoup de couleurs et en portant plein de choses, ou un vêtement qui est plus tendance et qu'il était même plus dans les années 80, tu vois. Et tu sais, il y a des choses qui reviendront jamais. Non, faut pas dire jamais. Je pensais que les chaussures carrées, elles reviendraient jamais, puis ils sont revenus. Voilà. Et j'en ai racheté, mais différemment. Mais je suis contente parce que j'ai une paire de bottes avec le talon carré, je vais pouvoir la mettre vert. En plus, c'est violet, pile poil la couleur de la saison. Ah, mon Dieu! Faut garder nos affaires, les filles! Ah oui, non, mais ça, pas le choix. Mais ouais, Desigual, c'est vraiment pas... c'est lourd. Mais je veux te lancer, en fait. Je veux que tu gardes ça pour le deuxième épisode. On va se laisser pour cette semaine, mais moi, il y a une phrase qu'on va recommencer, c'est il faut garder nos vieilles affaires parce que justement, tantôt tu parlais de ta garde-robe et comme quoi tu accumules depuis des années et souvent, même pour ceux qui veulent aller voir tes réseaux sociaux, Annick, coach de style sur Instagram, vous allez voir des photos puis c'est ma robe de v'là 10 ans. Ça, c'est c'est fou à quel point tu es comme ah, mais c'est beau ou c'est comme justement de faire voir de comment on peut regarder notre garde-robe différemment et des fois magasiner dans notre propre garde-robe pour se faire un nouveau style, une nouvelle image. Fait que je veux que tu nous parles de ça. Et bien sûr, c'est là qu'on va découvrir qu'est-ce qui fait que tu es un électron libre comme nous. Je te remercie pour ce premier épisode. Merci Vanessa d'avoir été là, comme toujours. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode avec Annick, des électrons libres. Bye bye!